Boris Johnson, c'est toi qui les tues. En disant Macron, c'est toi qui les tues. En disant Van der Leyen, c'est toi qui les tues. Vous êtes des assassins, quoi. Parce qu'il y a une manière, effectivement, et une seule de régler ce problème, c'est d'ouvrir les frontières. C'est même plus qu'en colère, puisqu'aujourd'hui, je trouve que ces partis-là, d'ailleurs, à force de ne pas chercher l'union, ils se sont tous isolés, ils sont tous très faibles. Ils sont émiettés, enfin, ils n'existent quasiment plus. Ce sont des tout petits partis. Je préfère être un rêveur juste qu'un pragmatique injuste. Mais bien sûr. C'est un peu cette tension-là que vous essayez de reproduire, y compris dans vos films. Bien sûr. Où la dimension de la bonté, notamment, est assez récurrente, malgré tout, malgré la noirceur. C'est vrai que si on s'éloigne un peu trop, on est intelligent, on regarde bien les choses, on les analyse, mais la sympathie, l'empathie, le cœur disparaît, quoi. Bonjour Robert Guédiguian. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors Robert Guédiguian, voilà près de 40 ans que vous réalisez des films, que vous tentez de faire bouger les lignes à travers vos films. Vous déroulez un CV filmographique sans équivoque. De Marius et Jeannette à Gloria Mundi et Mali Twist, votre prochain film, en passant par Les Neiges du Kilimandjaro ou La Villa, vous n'avez jamais caché votre engagement politique. Vous n'avez jamais cessé de questionner la société, les gens, la vie, l'humain. Alors, cinéaste militant, engagé, si l'art apparaît chez vous comme un outil qui sert à faire passer des messages, visiblement, Robert Guédiguian, ce n'est pas suffisant. Et nous allons en parler à l'occasion de la parution de votre livre « Les lendemains chanteront-ils encore » aux éditions des Liens Quilubert, dans lequel vous dialoguez avec votre ami Christophe Kantchev et abordez à la fois de manière large et concrète tous les sujets possibles touchant à la politique, démocratie, libéralisme, délitement des partis politiques, plus concrètement les gilets jaunes, la pandémie et ses conséquences. Bref, vous donnez ici une assise à cette colère contre le monde dans lequel on vit, qui vous anime et vous guide, en nous proposant des intuitions documentées. C'est ainsi que vous définissez vos propos sur l'état de notre société. Et d'emblée, Robert Guédiguian, vous nous faites une révélation étonnante. Pour vous, le livre est un objet plus sacré que les films. Écrire relève donc de la consécration. Expliquez-nous. Oui, c'est probablement lié à ma formation. Enfin, je crois que j'ai tout appris dans les livres et pas au cinéma. Et les livres donc peut-être ça va avoir les textes sacrés, mais même les textes sacrés. Peut-être que le premier livre que j'ai lu, c'est l'Évangile, en fait, que j'ai eu une éducation catholique. Peut-être que cela vient de là, du livre des livres, quoi, du livre de la Bible. Mais j'allais dire, à cette Bible, évidemment, très vite, s'est ajouté... quand j'ai lu le manifeste du Parti communiste de Marx, le texte de 1848, le texte de Marx et d'Engels, c'est pareil, ça a été une telle lumière, en fait. Hein, je reprends des termes, d'ailleurs, vous voyez, des termes qu'on va voir avec l'Évangile, avec la lumière, etc. On va me prendre pour je sais pas quoi, mais peu importe, hein, ou pour je ne sais pas qui. Donc, ça veut dire une seconde révélation. Peut-être que la première révélation, c'est effectivement l'Évangile de Saint Matthieu, et la seconde, c'est le manifeste du Parti communiste. Hein. Parce que dans les livres, j'ai vraiment appris des choses qui m'ont aidé à comprendre le monde, en fait. Et qui me l'ont fait questionner d'une manière précise, qui m'ont donné des grilles de lecture du monde. Ce que le cinéma ne fait pas. J'ai beaucoup d'amour pour le cinéma, bien sûr. Vous dites que le cinéma peut donner à voir une certaine complexité, mais vous manque peut-être de possibilités formelles d'être plus théorique, d'être plus conceptuel. Et dans le livre vous donne cette possibilité-là d'être un peu plus dans le concept. C'est ça. Le livre permet plus l'abstraction. Donc, entre guillemets, c'est plus scientifique, en fait, que dans un film, il y a des choses quand même qu'on ne peut pas, je veux dire plus-value dans... Bon. Et pourquoi vous voyez ça comme une consécration? Alors, le fait d'avoir votre nom apposé sur un livre... Parce que de manière irrationnelle, j'ai tellement eu le respect de ça. En plus, pour moi, qui n'avais pas de livre chez moi, je veux dire, j'ai grandi dans un monde sans livres. Dans ma maison, mes parents étaient effectivement ouvriers, femme de ménage, ma mère, etc. Il n'y avait pas un seul livre dans la maison. Donc, dès que j'ai vu des livres et que je les ai ouverts et que je les ai lus, ça m'est apparu comme un objet absolument mythique. Le cinéma m'a toujours apparu comme quelque chose de beaucoup plus banal, même si aujourd'hui, évidemment, longtemps plus tard, et j'aime beaucoup le cinéma, je connais bien l'histoire du cinéma, et qu'il y a beaucoup de films qui m'ont, qui m'ont augmenté
mais qui ne m'ont pas donné quand même cette clarté pour lire le monde, quoi. Oui, cet aspect conceptuel. Alors, vous faites partie de ceux qui interdisaient d'interdire en 1968, qui voulaient changer la vie. En 81, pendant des décennies, vous avez espéré en Des lendemains qui chantent. Que faut-il lire, Robert Guédiguian, dans la forme interrogative du titre ? Les lendemains chanteront-ils encore ? La question mérite d'être posée aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis toujours... Toutes les périodes que vous venez d'évoquer sont des périodes, en fait, j'allais dire, d'union, et où tous les gens qui ont la même conscience de classe sont quand même assez uniques, ou du moins travaillent à s'unir. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai fait de la politique, juste après 68, donc, avec une participation, un éveil, on va dire, en 68, et à la rentrée 68, je me suis engagé réellement. On est tout de suite parti, je dis enfin, les communistes, donc, à ce moment-là, sont partis sur cette idée d'union de la gauche, qui a donné quand même des résultats en 81, 10 ans plus tard, enfin, un peu plus de 10 ans plus tard. Donc, j'ai toujours été favorable à cette union des forces de gauche, en fait. Je suis contre la mésentente. Je crois que quand on va chercher, effectivement, le détail de ce qui nous sépare, ou les détails qui nous séparent, il faut en parler de ces détails-là, mais il faut quand même les considérer comme des détails. Il faut rester sur un tronc commun. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait refaire le congrès de Tours à l'envers, quoi, qu'il fallait réunir le tragique, en fait, du monde ouvrier depuis 150 ans, c'est la séparation entre réformisme et révolution. Et je crois que et peut-être les choses se seraient passées différemment. Enfin, je crois que ce serait passé différemment si, par exemple, si Jaurès n'était pas mort, si Rosa Luxembourg n'était pas mort. Je parle que de gens qui ont été assassinés, d'ailleurs, vous remarquez. Mais parce que je pense que c'est des gens qui prônaient ou qui essayaient, effectivement, de tenir les deux bouts. Il fallait quand même bien améliorer le sort de la classe ouvrière, qui était tellement épouvantable, quoi, je veux dire, au XIXe siècle, quoi, avant la Première Guerre mondiale. Et en même temps, il fallait quand même avoir une visée révolutionnaire. Et c'est vrai que Jaurès commençait à parler d'un réformisme radical, donc il commençait à mettre comme dans un oxymore, à réunir ces deux mots-là, qui semblent s'opposer. Donc, je crois qu'il faut revenir à cette idée-là, quoi. Et cette idée-là, elle est tristement battue en brèche en ce moment. On s'en éloigne. Voilà, on s'en éloigne. Et ça vous met en colère. Hein. Vous avez signé absolument en colère. de nombreux appels en faveur de l'Union des gauches. Vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. On s'en éloigne. C'est même plus qu'en colère, puisqu'aujourd'hui, je trouve que ces partis-là, d'ailleurs, à force de ne pas chercher l'union, ils se sont tous isolés, ils sont tous très faibles. Donc ils sont émiettés, enfin, ils n'existent quasiment plus. Ce sont des tout petits partis. On ne va pas réévoquer des scores. C'est quand même ridicule que le Parti socialiste, sous prétexte qu'il a emporté quelques régions, avec 35% de votants d'ailleurs, avec 65% d'abstention, là, aux dernières régionales, d'un coup se disent, tiens, nous renaissons. Mais il ne renaît pas du tout. Et ce qu'on attend d'Hidalgo, là, ce qu'on attend comme résultat, c'est très très mauvais. Mélenchon, effectivement, a eu des éclairs formidables. Et aurait pu être, je crois, historiquement, c'est quasiment... Après son score présidentiel, c'était le nouveau Mitterrand, Mélenchon. C'est-à-dire que si, après ça, il avait dit, je réunis tout le monde, s'il avait fait ce qu'il fallait pour réunir tout le monde, je crois qu'il serait en position de gagner aujourd'hui. Se battre, oui. S'unir, non. Trop tard, tant pis. Le candidat insoumis veut rassembler le peuple de gauche, mais surtout, ne lui parlez plus de candidature unique. Vous dites être incapable de dominer son désir de gloire et de pouvoir est historiquement tragique dans la France de 2021. Est-ce que ça lui est adressé ou pas forcément ? Pas qu'à lui. Pas qu'à lui. Pas qu'à lui. Bon, non, je dis souvent. C'est plutôt Je dis souvent, mais parce que je dis souvent parce que c'est des gens que je connais, hein, je veux dire, parfois que j'ai rencontrés quelques fois. Donc j'aime bien, quoi, tous ces gens-là, au fond. C'est des amis, on pense à la même chose, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que je trouve Mélenchon formidable dans la vie. Anne Hidalgo aussi, du reste. Et voilà, donc je me souviens de Benoît Hamon aussi, que j'ai connu, que j'aime beaucoup. Voilà. Mais pourquoi ne se réunissent-ils pas ? Enfin, c'est absurde. Alors évidemment, c'est vrai qu'on est piégé par la présidentielle. Je pense que la première chose à faire, c'est de supprimer le régime présidentiel. Ça tue toute vie démocratique. Voilà. Depuis plusieurs années. Surtout depuis l'inversion du calendrier. Avec les législatives. Mais même avant, déjà. Je crois que cette élection présidentielle, qui a fonctionné
par et pour De Gaulle, et dans une période historique bien précise, n'a aucune raison, n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas comment on peut encore défendre ce système-là, qui du reste... D'ailleurs, dans le livre, vous en parlez beaucoup, mais vous défendez malgré tout un modèle très représentatif, quoi. Vous n'êtes pas... oui, non, je crois. Oui, je crois qu'il faut revenir pour un régime parlementaire. Oui. Et c'est vrai que je préfère, là aussi, je pense qu'effectivement, je crois que dans le livre, j'en parle effectivement un petit peu, je crois qu'il faut revenir... Il faut revenir à des choses quand même qu'on a ces derniers temps, parce qu'elles n'ont pas fonctionné, qu'on a eu tendance à virer, mais on a viré un peu l'enfant avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut fonctionner dans un pays de 68 millions d'habitants, je ne sais plus, sans qu'il y ait des élections et des représentants et de la délégation. Donc la démocratie représentative, on ne peut pas la remettre en cause. En fait. On peut l'aménager, on peut l'améliorer de 10 000 manières. C'est pas mon boulot, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel, etc., etc. Mais, donc bien sûr qu'il faut l'améliorer, et même l'améliorer peut-être en permanence. Il n'y a aucune raison que les règles de la démocratie représentative soient figées. Mais qu'il n'y en ait pas est impossible. Je veux dire, on peut gouverner un village de 10 habitants, parce que là, les 10 habitants peuvent parler tous les soirs ensemble et dire demain matin, nous ferons ça. Je ne sais pas, c'est pas possible au niveau de... Dès que la communauté s'agrandit, c'est pas possible. Je ne vois pas d'autres moyens. On ne peut pas faire un référendum toutes les 5 minutes. On ne peut pas faire un référendum toutes les semaines sur toutes les décisions qu'il y a à prendre. Bon. Vous parlez du référendum d'initiative citoyenne. Oui, mais qui peut avoir, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Il peut y en avoir une de temps en temps. Sérieusement, je pense pas. Je dis pas ça, là aussi, je suis pas un spécialiste non plus, mais je crois pas qu'on puisse en faire une par semaine. Pour revenir au livre, ce livre est né pendant le premier confinement, entre deux périodes de tournage au Sénégal du film Twist à Bamako, dont on parlera. Et donc, il est né à un moment précis et il nous parvient à un moment très opportun. Ce n'est pas un hasard qu'il intervienne aujourd'hui à la veille d'échéances électorales majeures, avec, disons, les derniers développements. On peut parler de l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour, annonce et, disons, plus largement climat dont vous ne minorez pas les menaces, en fait. Et c'est ce qui vous pousse véritablement aussi à intervenir aujourd'hui. Je crois que c'est très très bien, il me semble, qu'en France aujourd'hui, on regarde à nouveau, effectivement, notre passé colonial. Voilà, parce que c'est évident que si Zemmour aujourd'hui a quelques voix, c'est encore sur une méconnaissance de cette histoire coloniale qu'il les gagne, ces quelques voix. Il parle de la colonisation française pour uniquement parler de ses crimes. Je veux bien qu'il y ait eu des crimes, mais il y a eu aussi des hôpitaux, des routes, des trains, des aéroports, des villes entières, Alger entièrement. Si vous voulez, j'aimerais qu'on me donne pas 10, un hôpital laissé par l'Empire ottoman. Et après, on discutera. Donc je crois que c'est bien d'en parler comme il se doit. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a rien de bon à prendre dans l'histoire coloniale, ni de la France, ni d'aucun autre pays. Le colonialisme en soi est un moment historique de tout le capitalisme qui a été, effectivement, un crime contre l'humanité partout. Voilà. Et c'est vrai que, donc, ça signifie pas ça. J'aime pas tous les mots de repentance, etc. Tout ça. Évidemment que moi, je me sens personnellement coupable de rien par rapport à cette affaire. Simplement, je veux faire l'histoire de là et l'histoire de cela. Et je comprends qu'effectivement, des fils, des petits-fils de gens qui ont vécu cette histoire-là soient fâchés dans des endroits où moi, je suis pas fâché avec la société dans laquelle je vis. Parce qu'effectivement, je n'ai pas été nié, mon identité n'a pas été niée en tant que telle, en fait. Et je crois que une des caractéristiques du colonialisme, c'est d'avoir nié l'identité du colonisé. C'est déjà ce que dit Aimé Césaire, je veux dire, dans ce fameux discours de 57. Ouais. Donc c'est vrai que cette négation de l'humanité du colonisé, c'est quelque chose qui est en plus de l'exploitation, j'allais dire capitaliste. Moi, j'ai eu à subir probablement, enfin, à travers mes parents, une oppression dans les rapports sociaux, au niveau économique. Mais mon humanité n'a jamais été niée. Et qu'est-ce qui vous a sensibilisé alors à ces questions-là ?
Je crois, au fond, je crois vraiment... Parce que vous dites dans le texte, que vous faites votre autocritique sur toutes ces questions de lutte, disons, antiraciste, qu'on a souvent présentées comme secondaires. Oui. Vous dites que vous-même étiez, en tant que militant communiste classique, assez éloigné de ces préoccupations. Et qu'aujourd'hui, vous pensez qu'elles sont nécessaires. Je crois qu'on les a... l'expression que j'utilise, c'est qu'on les a considérées comme secondaires, effectivement, alors que je pense qu'elles sont secondes. Mais si je pense qu'elles sont secondes, ça veut dire que même parfois dans l'histoire, elles deviennent premières. C'est-à-dire parfois, dans l'histoire, des moments de l'histoire, et je crois qu'on est dans un moment de l'histoire, dans un moment de ce type-là, le combat principal se passe là, en fait. Il ne se passe pas dans les rapports de production. Le combat principal aujourd'hui, il se passe effectivement peut-être entre effectivement ces jeunes dont on a nié l'existence, et qui souvent sont hors la société aujourd'hui, puisqu'ils vivent à peu près tous au même endroit, souvent hors des villes, à la limite des villes, à la frontière des villes. Et effectivement, c'est ces gens-là qui sont peut-être à la pointe du combat aujourd'hui, ou qui devraient être à la pointe du combat. Et ça, je crois qu'on n'a pas vu venir, cette chose-là. En tout cas, moi, je l'ai pas vu venir quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que je militais tous les jours, côte à côte, avec effectivement mon meilleur ami est algérien. Mon autre meilleur ami, on était 3 militants de fer, était d'origine espagnole. Moi, je suis arménien. C'est vrai qu'on se foutait éperdument de tout ça. Parce que pour nous, effectivement, il fallait d'abord renverser le capital. Voilà. Si le capitalisme était renversé, tout le reste allait de soi. Voilà. C'est faux, c'est pas vrai. Voilà. Et cette question, finalement, elle traverse aussi votre prochain film, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Twist à Bamako ? Fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, belle, belle comme l'amour. Tu t'es enfui ? J'ai été mariée de force. Et nous, on risque des emmerdes. Parce que la question, par exemple, dans Twist à Bamako, la question qui se pose évidemment la question de la construction du socialisme dans un pays qui devient indépendant, qui se libère de la France, donc, le Mali, pour le nommer, et qui est... et la question qui se pose, une des questions centrales du film, c'est la question de l'émancipation des femmes. Alors, on pourrait penser que c'est un peu surprenant, puisqu'il s'agit de construire le socialisme. Mais construire le socialisme, dans la construction du socialisme, certes, il fallait qu'il y ait des travaux collectifs dans des champs, il fallait qu'il y ait de la collectivisation des terres, qu'il y ait que les super profits des gros commerçants de Bamako soient taxés, etc., etc. Mais il fallait aussi libérer les femmes, il fallait aussi empêcher les mariages forcés, il fallait que les femmes puissent être libres, indépendantes économiquement. Ils avaient créé une commission, un ministère de la condition féminine. Donc, je traite autant, en fait, j'allais dire, des mœurs, c'est-à-dire des superstructures, comme on disait chez Marx, c'est-à-dire du domaine des idées, que du domaine matériel des rapports de production, des rapports d'exploitation. Je crois que ces combats-là doivent vraiment se mener simultanément. Il ne faut pas les négliger. Et c'est peut-être une erreur, me semble-t-il, que de les avoir séparés. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on dit... toute la lutte contemporaine. Et quand on dit aujourd'hui, d'ailleurs, que ce qu'on pourrait, d'ailleurs, si une gauche était refondée, et si une gauche était refondée dans une union, il faudrait qu'effectivement, elle fasse de manière très claire le dessin d'un projet de société global. C'est-à-dire pas que de l'économie, du chômage, de la retraite, de l'assurance maladie, etc., etc. Mais qu'effectivement, il y ait une vision d'ensemble de la société. Comme je dis même parfois de la fête révolutionnaire. De la fête révolutionnaire. Oui. Et d'ailleurs, un des aspects que vous développez dans ce film et qui est véritablement au cœur de votre livre, c'est cette idée de moment communiste. Oui. Alors, on va vraiment s'y arrêter précisément parce que c'est particulièrement intéressant. Vous dessinez un horizon critique du capitalisme, porteur de perspectives communistes. Un des auteurs qui vous inspire beaucoup, on peut en dire un mot aussi, c'est Lucien Sèvres, qui est vraiment au fondement de votre pensée, qui est un philosophe d'inspiration marxiste, qui tente, lui, avec Marx, de penser un monde nouveau et qui surtout théorise donc cette possibilité d'un nouveau communisme, ou plutôt d'un communisme réel, puisque vous partagez avec lui l'idée que le communisme n'a jamais existé auparavant, et ce qui vous conduit à parler plutôt de moment communiste. Vous pouvez nous expliquer cette avancée? C'est-à-dire, je pense avec lui, qui le démontre de manière absolument brillante dans son dernier livre, c'est
en Union soviétique et dans les pays dits socialistes, donc, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu, peut-être par-ci, par-là, peut-être au tout début, mais il n'y a quasiment pas eu de communisme. Et que la nationalisation, les nationalisations, n'ont pas été une appropriation par le peuple, en fait, de l'outil de travail. Mais ça a été une appropriation par la nation, comme le terme le dit assez bien. Donc ça... Et il s'est développé ensuite, d'ailleurs, tout simplement, un nationalisme. Je crois que très vite, l'Union soviétique ne voulait pas exporter, comme on disait à ce moment-là, la révolution. Ils voulaient, tout simplement, ils avaient une politique nationaliste. Ce qu'a la Chine aujourd'hui, par exemple, de manière évidente. C'est un capitalisme d'État nationaliste, la Chine, voilà, pour la ligne. Je crois que c'est tout à fait... Personne ne conteste ça. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être revenir à examiner les moments communistes qui ont existé même à l'intérieur du capitalisme, qui sont même parfois déjà là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des moments communistes en France aujourd'hui. Alors, évidemment, l'exemple le plus frappant et le plus large, c'est la sécurité sociale. 1945, la France est à reconstruire. C'était une promesse de la résistance. Le général de Gaulle fonde la sécurité sociale avec une mission simple. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs. La sécurité sociale, c'est du communisme. Voilà. Donc, on met tous de l'argent en commun et on le distribue selon les besoins de chacun. Voilà. Et donc, tout le monde peut être soigné, quelle que soit la manière dont il a participé à la caisse commune. Bon, ça, pour moi, c'est le monde idéal. Voilà. La sécurité sociale est un monde idéal pour moi. Donc, vous ne croyez plus à la fin du capitalisme, en fait. Vous abandonnez cette idée. Non, mais je crois que le capitalisme de petite entreprise, en fait, le capitalisme d'initiative quasi personnelle, en fait, je crois que est une nécessité constitutive de l'humanité, quoi. Je crois qu'il y a des gens qui ont, pour des raisons particulières, je ne hiérarchise pas d'ailleurs, ils ne sont pas supérieurs aux autres, ni inférieurs, ils sont égaux aux autres, mais ils ont un truc, ils ont envie d'entreprendre, ils ont envie de faire quelque chose. Donc ils ont des idées. Ils sont hyperactifs, ils bougent plus que les autres. Enfin, on a tous dans notre entourage, on a tous des amis dont on dit, lui c'est une bombe, il a une dynamique d'enfer, enfin voilà. Vous citez un entrepreneur d'ailleurs que vous admirez dans ce livre, l'ancien PDG de Danone. Faber. Oui. Oui. Donc je crois qu'il faut absolument que ces talents-là, qui font la dynamique du capitalisme, en vrai d'ailleurs. Je crois que ces talents-là doivent exister, il faut absolument les laisser faire. Pour les laisser faire, il faut donc les laisser signer ce qu'ils font, quoi. Donc il faut les laisser être patrons. Mais je dirais patrons, pas au sens où ils exploiteraient tous les gens qui travaillent avec eux, mais patrons où simplement ils ont une idée, ils l'appliquent, et dans une répartition, et si tout ça est géré de manière quasi autogestionnaire et de manière très coopérative, ce qui est vrai dans beaucoup de petites entreprises. Hein. Il y a des petites entreprises de 10, 20 personnes. Bon, quand il y a 5 ouvriers dans une petite artisanat de plomberie, c'est pareil. Je veux dire, les jeunes travaillent et partagent quasiment les revenus, gagnent la même somme que le patron ou pas le patron, gagnent à peu près la même somme, c'est très démocratique. Ils décident entre eux s'ils vont travailler un petit peu le dimanche parce qu'il y a un chantier à finir ou pas. On est loin de tout le système que je remets pas en cause dans les grosses sociétés, bien sûr, de conventions collectives, de code du travail, etc. Bon, je crois qu'il y a une espèce de communisme pragmatique, comme dit Zizek, je crois, qui est à l'œuvre, et c'est celui-là qu'il faut privilégier aujourd'hui. Vous êtes plus proche de Zizek que de Lordon, j'ai envie de dire. Peut-être, oui, probablement. Non, ce que je conteste, par contre, fortement, c'est les multinationales, bien entendu. Je crois que les entreprises qui dépassent une certaine taille et qui sont en état de contrôler les États, de leur imposer leurs lois parfois, je crois que là, je suis pour une espèce de rupture totale avec ce monde des multinationales. Oui, parce que dans vos films, c'est quand même une constante. Vous pourfendez quand même les effets pervers du libéralisme, du capitalisme. Gloria Mundi, vous dites clairement que vous montrez comment l'argent détruit tout, y compris les relations les plus fortes et les plus intimes, familiales. Toi, tu travailles, Mathilda ? 3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer comme d'hab. T'es libre ? Ah, je suis pas un taxi, monsieur. Je suis comme vous, faut que je bouffe, bordel ! On va vous prendre la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non ? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous ? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Je crois qu'il faut laisser
se créer et favoriser la création de moments communistes, donc dans le capitalisme. Est-ce que les Gilets jaunes... petit capitalisme. Les Gilets jaunes... Est-ce que la dernière mobilisation sociale que nous avons connue, les Gilets jaunes, pour vous, ça pourrait être un moment communiste ? Je crois, parce que c'est un moment où des gens font une action commune, se réunissent d'ailleurs sur les ronds-points, partagent des choses, partagent en tout cas des repas, des luttes, des moments aussi de joie, hein, je veux dire, et des moments de fête, des moments de combat aussi quand même, des moments où ils ont été réprimés, des moments douloureux aussi, et où en fin de compte, quand on regarde de près l'ensemble des revendications quand ils ont commencé à se regrouper, et c'est des revendications. Moi, je sais que les 10 premières revendications, j'avais lu le cahier des charges, le cahier de doléances plutôt de Commercy. J'étais tout à fait d'accord. Hein, je veux dire, de toute façon, il y avait une réforme fiscale, il y avait plus de démocratie. Bon, voilà. Donc c'est vrai que et ils ont obtenu des choses que, depuis des années, les syndicats n'avaient pas obtenues. Ils n'ont pas obtenu assez, bien entendu. De toute façon, c'est jamais assez de mon point de vue. Mais ils ont quand même fait plier le gouvernement et je crois qu'ils ont créé aussi un sentiment d'insécurité, on va dire, chez les bourgeois qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que la bourgeoisie aujourd'hui, quoi qu'elle fasse maintenant, ou si elle a envie de prendre une décision, elle se dit, mais est-ce que ça va pas mettre des gilets jaunes dans la rue ? Voilà. Et il faut le souligner, vous avez très rapidement encouragé ce mouvement. Vous faites partie des personnalités qui ont soutenu très clairement et très rapidement, là où d'autres ont vraiment hésité très longuement. Contrairement à mai 68, que vous avez connu aussi, où le monde de la culture notamment avait très vite embrayé sur la révolte. Comment vous expliquez cette hésitation, cette lenteur, cet écart, Il y a une baisse de l'engagement. distanciation. Une baisse de l'engagement en général, je crois. En 68, les gens, la société entière était beaucoup plus, semble-t-il, engagée. Elle était plus idéologisée. On a quand même, ça on l'a quand même dit des centaines et des centaines de fois, des milliers de fois. C'est vrai que la perte, c'est pour ça que je remets un peu un débat, je veux dire, je remets un peu en débat le concept même, la conception même du communisme. Je crois que le fait de ne pas avoir une visée, en fait, de ne pas avoir une contre-société en modèle, comme ça, même en utopie, ne facilite pas l'engagement, en fait. Ça laisse des engagements ponctuels, il n'y a pas d'engagement pérenne. L'utopie ne facilite pas l'engagement, vous dites ? L'absence d'utopie. Ah, l'absence d'utopie, L'absence d'utopie. Oui, non. l'absence d'utopie. Je crois qu'il faut une part de rêve et une foi, je reprends des termes encore, mais une part de rêve, une part d'utopie, une part d'imagination, en fait, je crois, pour s'engager. Il y a quelque chose, il faut quand même entrevoir une beauté possible du monde, en fait, pour s'engager. On ne peut pas s'engager que comme ça, de manière rationnelle. L'engagement, c'est aussi une affaire d'émotion, bien entendu. Et comment susciter cette émotion, justement, aujourd'hui ? Par le rêve, par l'imagination, par la chanson, par le cinéma, etc. etc. C'est pour ça que les choses servent. Je crois que l'art, souvent, sert à ça, d'ailleurs. Parce que quand on dit le cinéma, souvent, on nous dit, mais est-ce que le cinéma, vous pensez que vous convaincre quelqu'un ? Je dis, peut-être une ou deux personnes, voilà. Ce qui est déjà pas mal. Donc c'est très peu, mais c'est pas mal. Bon. Mais plus que ça, c'est pas... Même si le cinéma ne convainc pas grand monde, il aide tous ceux qui sont convaincus et qui vont voir ces films-là à rester debout et à rester convaincus. Parce qu'ils participent, on a besoin de drapeaux, de chansons, d'hymnes révolutionnaires, etc., etc. Voilà. Donc le cinéma fait partie de... Moi, j'ai évidemment des centaines et centaines de gens qui m'ont dit que Marius et Jeannette, c'était pour eux un emblème inoubliable. Voilà. Une magnifique histoire d'amour chez les pauvres gens, comme vous dites. Très tôt, alors on parlait de mai 68 qui a été pour vous un véritable acte de naissance politique, et très tôt vous êtes défini, vous vouliez, en tout cas vous projeter, on a parlé de Lucien Sèvres, comme un intellectuel, un communiste, et finalement vous dites que le cinéma est aussi un acte intellectuel qui vous permet de comprendre et de transformer le monde, ce dont on vient de parler. Oui, je suis un peu retombé sur mes pattes partiellement. Partiellement. Mais je ne voulais pas faire de cinéma, non. Je voulais écrire des livres, comme on disait tout à l'heure. Écrire des livres, sacrés. Et d'ailleurs, un jour, j'ai rencontré plusieurs fois, souvent, mais Lucien Sèvres, et je lui ai dit, je voulais être vous. Alors il s'est marré, mais il m'a dit, mais c'est... Même en me disant, mais non, les livres que tu fais sont 10 fois plus importants, ils sont plus vus,
on voit tes films, bon. Et alors, je me permets ici d'intervenir parce que j'ai lu cette anecdote particulièrement drôle, je ne sais pas si vous pouvez, intéressante, vous pouvez la confirmer, de cette scène, justement, on parlait de Marius et Jeannette, du ballon qui vole et qui vogue sur l'eau, qui était directement inspiré de Lucien Sèvres, en fait, des textes que vous aviez lus. Oui. Et lorsqu'il voit ce film lui-même, il se dit, tiens, c'est une jolie parabole de l'universel et du particulier. Tout à fait. Et vous en de la parlez, dialectique. c'est incroyable. Oui, bien sûr. La dialectique, c'est la première scène de Marius, c'est une illustration parfaite, en fait, du rapport entre le global et le local, l'universel, le particulier, l'abstrait et le singulier, en fait, toute cette dialectique, et qui se joue parce qu'un globe terrestre flotte comme ça dans les quais de Marseille à l'envers, c'est-à-dire le pôle Nord est au sud et vice-versa. Et effectivement, il flotte comme ça. C'est très compliqué à faire. Il fallait le tirer avec une petite ficelle, du fil à pêche, qu'il fallait effacer ensuite. C'est très compliqué à tourner. Et il arrive dans le petit port de l'Estaque, donc dans le local où l'histoire va se passer. Et là, il se remet à l'endroit. Voilà. Donc, les pôles se retrouvent au bon endroit. C'était effectivement directement inspiré par, d'ailleurs, un petit fascicule même qu'avait fait Lucien Sèvres sur la dialectique et sur le particulier et le général. C'est une anecdote assez savoureuse. Alors, on a parlé du dernier grand mouvement social que la France a connu, on va dire qui a connu un relatif échec. Les précédentes mobilisations contre la loi travail, qui ne concernaient pas forcément le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais la SNCF ou l'assurance chômage ont tout échoué. Quel bilan faites-vous du quinquennat d'Emmanuel Macron, Robert Guédiguian? Qu'est-ce que vous... J'allais dire, presque... c'est difficile à dire, mais heureusement, si j'ose dire, et par provocation, heureusement que la pandémie l'a empêché de faire ce qu'il voulait faire. Parce qu'en fait, tout s'est arrêté parce qu'il y a eu la pandémie, mais son programme était catastrophique. Et ça avait commencé, d'ailleurs, son programme avait commencé sous Hollande, il faut quand même le rappeler aussi. Bon. Donc après, c'est vrai que toutes les mises en place sont des réformes qui vont dans le sens, effectivement, d'un libéralisme exacerbé. Voilà. Vous dites libéralisme. Donc c'était vrai. Oui, pas je dis illibéralisme. Non, c'est tout compliqué. Je dis, même je préfère dire capitalisme, en fait. Oui. Voilà. Parce que moi, ça désigne. Capitalisme, ça désigne capital. Libéralisme, le radical de libéralisme, c'est libre. Ça ne me plaît pas beaucoup. Capitalisme, le radical, c'est capital. Ça veut plus définir le mode de production dans lequel nous vivons, me semble-t-il. Donc, c'est vrai que ça allait dans ce sens-là, et la pandémie a absolument cassé le programme. Et là alors bizarrement, mais là aussi c'est pour parler par contradiction et pour faire réfléchir, le quoi qu'il en coûte, alors je pourrais presque dire que le quoi qu'il en coûte, dans une certaine mesure, ça a été un moment communiste à l'intérieur du capitalisme. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que la crise a provoqué une reprise en main violente, en fait, et autoritaire de l'État sur l'économie, et a permis, c'est vrai, alors on peut contester les manières précises dont cet argent-là a été distribué, là, moi j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais fait autre chose, etc. Mais disons le plan global, l'idée globale du quoi qu'il en coûte, est une idée, crée, me semble-t-il, un moment de solidarité et de coopération nationale. C'est un moment communiste, en fait, qui s'arrête très vite, parce que dès qu'on est sorti de là, toutes les mesures prises en compte à ce moment-là sont à nouveau abandonnées, et on revient au programme initial d'avant la pandémie, et on réduit ce qui vient de se passer là, on réduit le montant des assurances chômage. Et les retraites, c'est pour après la présidentielle. Mais quand je vous entends, cette manière de comprendre un peu le moment communiste, finalement, est-ce que ça aboutit pas quand même à une certaine forme de relativisme qui nous conduirait à accepter un gouvernement quel qu'il soit, en espérant de l'intérieur pouvoir vivre des moments communistes? Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans cette... si vous voulez, pour moi, oui, je comprends très bien, c'est très juste comme question, mais je crois que un gouvernement digne de ce nom, c'est-à-dire un gouvernement d'une gauche unie,
devrait en permanence favoriser en fait, les mouvements communistes, les susciter. C'est-à-dire devrait au niveau horizontal essayer de, par exemple, de promouvoir évidemment des formes d'entreprises coopératives. Bon, il y a l'économie solidaire qui existe, mais ça peut aller plus loin que ça. Ça pourrait en permanence, ce gouvernement devrait, je dis encourager, susciter, aider, accompagner effectivement des moments communistes en fait, en créer. Il devrait en avoir le souci. Évidemment, on peut dire que Macron n'en a pas le souci, sauf contraint et forcé au moment de la pandémie. Où il s'est passé cette chose-là quand même, bon. Avec dont des on ne choses... mesure pas encore les conséquences. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Ouais. Il y a des choses étonnantes pour le secteur qui nous concerne, par exemple pour les intermittents du spectacle. Bon, une année blanche qui est devenue, je crois, à la fin 2 années blanches. Bon, on va dire que c'est une mesure que, évidemment, je ne peux pas contester cette mesure-là. Je la trouve juste. Bien Voilà. sûr. Alors justement, depuis plusieurs années, on note aussi une nouvelle forme, puisqu'on a parlé de militantisme, une nouvelle forme de militantisme à la faveur de mobilisations écologiques et féministes. Les jeunes générations sont plus attirées par une forme de militantisme ciblé que par le syndicalisme ou le militantisme des partis. C'est quelque chose dont vous parlez aussi un petit peu et que vous comprenez à votre... Tout à fait. Mais non, je comprends et je suis heureux que cela existe. Bon, j'aimerais que ça se fédère un peu plus. Que ça se fédère, oui. Mais parce que, j'allais dire que toutes ces luttes-là sont des luttes pour avoir du pouvoir sur la réalité, sur des réalités particulières. Bon. Et ça en a. Et parfois, ça gagne, d'ailleurs. Hein. Je sais pas, la ZAD à Nantes, par exemple, a gagné. Notre-Dame-des-Landes, ouais. Bon, c'est super. J'applaudis des deux mains, voilà, formidable. Mais leur but n'est jamais de prendre le pouvoir, en fait. Leur but est d'avoir du pouvoir. Ce qui est déjà pas mal. Je sais. Mais je crois qu'on ne peut pas s'abstraire, on ne peut pas oublier que prendre le pouvoir, ça sert à quelque chose aussi, quand même. Ça sert, bon, je ne sais pas, les négociations sur des traités internationaux, enfin l'Europe, etc. Donc prendre le pouvoir est une nécessité. Et vous avez aussi évolué sur cette question de la prise du pouvoir, justement. Vous pensez qu'elle ne peut définitivement pas se faire de manière violente, puisqu'elle condamne les gouvernements qui s'en déduisent à être autoritaires, de fait. Oui, c'est sûr. Voilà. Enfin, plutôt, c'est que je crois que les gens qu'on n'a pas... Par les élections, en fait. Voilà, les gens qu'on n'a pas convaincus avant de prendre le pouvoir, on ne les convainc pas après. Donc c'est vrai que, là, pour moi, la violence dans l'histoire n'est légitime que quand elle est de défense, en fait, quand elle est en défense. La violence dans l'histoire doit répondre à une violence qui est exercée par le pouvoir en place. S'il n'y a pas de violence et s'il y a des possibilités démocratiques, évidemment, les possibilités démocratiques doivent être exploitées. Il peut y avoir aujourd'hui... En Occident, enfin, en Occident en tout cas, il ne peut avoir, évidemment, on peut envisager qu'une révolution par les urnes. Toujours par les urnes et par la représentation. Ouais. Oui, les urnes, la représentation. Non, les manifestations aussi, c'est une manière, effectivement. Mais je dis d'avoir du pouvoir, pas de le prendre. Pour prendre le pouvoir, il faut bien... Bon, et avec cette spécificité française qu'il faudrait vraiment se débarrasser de la présidentielle. Ça existe quand même un petit peu. Hein, je veux dire, on est quand même dans un pays, je suis obligé de dire, qu'il y a des choses qui me... Bon, Fillon a été condamné, là, il y a 2 jours. Bon, une peine pas assez lourde à mon goût. Mais peu importe, il y a des condamnations qui existent. Il y a des présidents qui sont devant des tribunaux en ce moment, pour parler de Sarkozy. Donc on est quand même... la séparation des pouvoirs continue quand même à exister. Dieu soit loué, laïquement parlant. Mais c'est vrai que je crois pas que... Je crois qu'il faut toujours prendre garde. Je suis très vigilant, hein, je veux dire, à ce qui se passe dans la presse. D'ailleurs, aussi la concentration dans la presse, par exemple, c'est terrifiant. Et ça m'inquiète, c'est vrai. Mais il reste quand même une presse libre. Vous en êtes un exemple, d'ailleurs. Mais bon, il y a plusieurs journaux indépendants en France qui peuvent continuer à travailler, à exercer et à nous dire ce qu'ils pensent du monde. Donc je crois que je crois pas qu'on soit dans un pays qui
qui deviennent de plus en plus fascisants, pour utiliser un terme. Oui, vous ne franchissez jamais un terme commode. Mais je crois pas. Vous parlez de glissement autoritaire, mais pas forcément d'autoritarisme ou de. Voilà, il y a des glissements et il faut être vigilant, mais il y a des tas de gens qui s'en occupent très très bien. Enfin, la Ligue des droits de l'homme, enfin, on a vraiment des contre-feux quand même un peu partout, qui ont l'œil rivé sur cette question-là et qui s'en préoccupent en permanence. Et on peut qu'être très heureux de ça. On est quand même dans un pays comme ça, on n'est pas dans un pays où... Alors, on parlait de la concentration des médias, qui vous préoccupe et qui nous préoccupe aussi. Vous parlez aussi un petit peu du journalisme, et vous décelez une autre problématique, qui est celle plutôt d'un monde que vous avez un peu fréquenté et que vous trouvez un peu trop homogène. Oui. Et qu'il faudrait travailler aussi, que les journalistes aussi... quelque chose à réfléchir autour de cette homogénéité, en fait, une forme de reproduction qui exclurait un certain nombre de pans de la société. Oui, parce qu'on oublie toujours de dire d'où les journalistes viennent, massivement. C'est-à-dire, massivement, ils viennent de la petite ou moyenne bourgeoisie. Je veux dire, donc, il faut alors, certains le font, mais il faut qu'eux-mêmes, je veux dire, arrivent à se départir, ou du moins à garder... Non, pas, se départit pas de sa subjectivité, mais au moins à nous la signaler. C'est-à-dire on voit bien que lorsqu'on dit que, par exemple, les économistes atterrés sont moins invités dans les médias que les économistes classiques, bon... Alors on nous dit, mais non, regardez les temps d'antenne, etc., tout ça, ils sont venus. Évidemment, quand on parle de ça, je veux dire, dans le ton même, en fait, de la manière dont on les interroge, dans le vocabulaire utilisé, dans parfois une espèce de sourire ou de haussement de sourcils pendant qu'ils parlent, le journaliste est quand même, la plupart du temps, dans les médias traditionnels, minore un petit peu, je veux dire, l'économiste atterré qui parle, ou le fait pas. Donc du coup... L'air de rien, ça devrait être décompté, en fait, du temps d'antenne, en fait, ce journaliste-là. Ça arrive assez souvent. C'est ce que Bourdieu appelait l'habitus. C'est-à-dire que quelqu'un parle, il parle déjà... Il peut parler, même s'il parle de la pluie et du beau temps, il parle de droite ou de centre, ou du centre, ou de sa classe, ou de son milieu d'origine. Voilà. On dit les immigrés, quand on dit les banlieues, quand on dit le voile islamique, quand on dit les partenaires sociaux, etc. Tous ces mots qu'on entend 100 fois par jour sans plus les entendre, sont pleins de philosophie et de politique. Donc moi, je pense qu'il faut élever la vigilance à la fois des professionnels de la parole et aussi des auditeurs. Et mon rêve, ça serait de créer un club de judo contre les mauvais usages du langage, c'est-à-dire des lieux où on éduquerait les gens à se défendre contre les mots. Et à dire, celui-là, il me bourre le mou, il me raconte des histoires, et souvent sans le savoir. Les pires sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils disent. De ce point de vue-là, vous dites que la neutralité n'existe pas. C'est pour ça que j'aimerais, ça aussi c'est une blague, c'est une fois de plus une espèce de... Ce que j'appelle des blagues, c'est des mini-provocations, c'est bon. C'est dire, j'aimerais que tous les journalistes, par exemple, avant de commencer une interview, disent pour qui ils ont voté à l'élection d'avant. Voilà. Au lieu de surtout pas dire, c'est le secret absolu. C'est au contraire, aujourd'hui, on dit, non, il n'est pas question, je suis neutre, donc... Non, mais ne sois pas neutre, dis-moi pour qui tu as voté. Et après, on peut discuter normalement. Et d'assumer, on dirait comme vous, une forme d'engagement spécifique, parce qu'on peut parler de vos engagements spécifiques. Robert Guédiguian, vous, au sein de différentes organisations, vous défendez l'exception culturelle, la diffusion du cinéma d'auteur, on en a un petit peu parlé. Donc la culture reste une marge d'action prioritaire, on l'a compris aussi au travers de vos actions, de vos films, mais aussi en 97, vous commencez à vous intéresser aussi aux sans-papiers. Vous avez soutenu ce mouvement des sans-papiers qui a pris une ampleur considérable. Vous engagez une première fois lors du démantèlement de la jungle de Calais pour les migrants en 2015 ou 2016, je ne sais plus précisément. L'histoire se répète. Cette question de réfugiés, je sais qu'elle vous tient particulièrement à cœur. C'est devenu un combat permanent. C'est devenu un combat permanent depuis quelques années. Permanent et que c'est vrai que là, par exemple, on a de beaucoup... Je dis on parce qu'on a de beaucoup aussi avec Agathe Film, avec ma maison de production, SOS Méditerranée.
Mais c'est vrai que c'est une question qui me... Je trouve plus trop les mots, en fait, pour en parler, quoi. Parce que quand je vois les gens, là, je veux dire, effectivement, ce jeune fille qui est morte, hein, qui voulait rejoindre son fiancé, cette jeune Kurde, là, il y a quelques jours. Dans la Manche. Les 2500, je sais pas quoi, 2500 Kurdes, enfin, souvent Kurdes, qui sont à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne, et qu'on les laisse pas entrer, je comprends plus de quoi on parle, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est un monde que je veux pas voir. C'est-à-dire, je sais pas jusqu'à quel point il faut pas faire une tribune en disant Boris Johnson, c'est toi qui les tues. En disant Macron, c'est toi qui les tues. En disant Van der Leyen, c'est toi qui les tues. Vous êtes des assassins, quoi. Parce qu'il y a une manière, effectivement, et une seule de régler ce problème, c'est d'ouvrir les frontières. Et effectivement, c'est incompréhensible de voir Darmanin sortir de cette réunion qu'il y a eu à Calais et de dire nous avons obtenu qu'un avion de Frontex et quelques hélicoptères surveillent en permanence la mer pour essayer de sauver si jamais les gens se noient. Enfin, comment on peut dire ça, enfin, j'ai haut le cœur, je veux dire, j'ai mal à pas à vomir, quoi. Je prends un petit alcool de menthe pour m'empêcher de vomir, c'est pas possible. C'est une question que vous aviez abordée déjà dans votre film, La Villa. Oui, mais l'accueil des réfugiés. On les a trouvés dans la colline. Ça doit être des rescapés du bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais parce qu'il y a un endroit où je la comprends plus, là. Bon. Le maire de Riace, là, en Calabre, qui a réaménagé, restauré son village, qui était un village en perte de vitesse, qui était un village quasiment désaffecté. Et maintenant, ça se passe très bien. On a des milliers et des milliers de villages en Europe, je veux dire, pour accueillir du monde. Non. Il n'y a aucun souci pour accueillir tous les gens qui veulent venir en Europe. Voilà. Simplement, il suffit de le vouloir, de l'exiger et de bien montrer quand même à l'opinion publique, qui en plus, si on pose les questions de cette manière-là, je pense que l'opinion publique est d'accord, serait d'accord. Si on lui pose la question du point de vue du cœur, c'est-à-dire pas avec ces espèces de discours à la noix horrible, c'est pas à la noix, c'est horrible, de dire, lui il est économique, on ne le prend pas. Dans les économiques, lui, il n'est pas qualifié, on ne le prend pas, pas le qualifier. Lui, il est climatique. Alors, est-ce que c'est politique, climatique? Non, pas vraiment. Lui, c'est la guerre, oui, lui, on le prend. Bon, lui, c'est vrai, il est en prison chez lui, on le prend. Ça existe encore, ça, c'est vrai. Bon, voilà, d'espèces de tri comme ça dans les qualités des immeubles. Alors que, au nom de quoi, en fait, cette terre est à moi? Enfin, je veux dire, moi, j'habite à Paris, là-bas, mais la terre de Paris est à moi. Pourquoi? Bien sûr que non. Bien sûr qu'elle n'est pas à moi. Elle est à toute la terre de Paris, voilà. Et les mouvements de migration, le monde n'a jamais été que migration. Depuis la nuit des temps, les gens vont là où la terre est meilleure. Et vous parlez dans votre livre, vous n'hésitez pas à mettre en avant votre histoire, vos identités, vous dites. Bien vos sûr. Identités multiples. Oui, c'est ça. Je suis arménien, allemand, bon, et marseillais. Et donc, c'est vrai que je crois que ces questions d'identité doivent se poser de manière, en regardant vers l'avenir. On construit son identité, elle n'est pas derrière nous, elle n'est pas acquise et définitive, en fait, je veux dire. Fait ça, je crois que l'histoire le montre. Du coup, toute la problématique de l'immigration est une problématique absolument fausse, enfin, je crois. Faussée. Mal posé. Il faut... Vous dites qu'il faudrait l'envisager avec le cœur. C'est-à-dire que souvent vous dites je préfère être un rêveur juste qu'un pragmatique injuste. C'est un peu cette tension-là que vous essayez de reproduire, y compris dans vos films, où la dimension de la bonté, notamment, est assez récurrente, malgré tout, malgré la noirceur. Bien sûr, mais je crois que quand on interroge les gens comme ça m'est arrivé, moi, de parler... un tête-à-tête avec quelqu'un d'un peu dur, un peu d'extrême droite, je sais pas, et puis même sur cette question. Si effectivement, je dis à quelqu'un, mais enfin, si tu te promènes sur ton bateau de pêche à Marseille, que tu es en mer, et qu'un enfant se noie sous tes yeux, tu vas quand même pas rien lui demander, tu vas le sauver. Ah, il dit, mais bien sûr que oui. Ben, je lui dis, tu es en train de me dire que tu veux pas le sauver.
Alors il dit, j'ai pas dit ça. Je dis, oui, tu dis ça. Si tu dis qu'on n'envoie pas un bateau en mer pour chercher les gens qui sont en train de se noyer, tu dis ça. Alors évidemment, ils s'offusquent, ils me disent, tu m'emmerdes, voilà, toujours avec tes trucs, mais en fait, ils sont gênés, quoi. Voilà. Parce qu'effectivement, si on les prend au cœur, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui laissent couler des enfants. Voilà. Il y a toujours chez vous cette volonté de convaincre, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, et aussi d'éveiller les consciences, les sensibilités. Je trouve que c'est vraiment commun à ce livre, et puis à vos films. C'est presque une dimension brechtienne de votre rapport au monde. Créer un peu une distance, malgré tout, pour éveiller absolument les consciences. Oui, c'est rester sur un fil. Pour moi, Brecht, c'est un peu rester sur un fil comme ça, entre émotion et intelligence. C'est-à-dire ne pas être trop près des choses, quand même, parce que il ne peut pas y avoir la seule émotion. Voilà. Il faut qu'effectivement, il y ait aussi de l'intelligence. Donc, c'est un équilibre très fragile à définir et de s'y maintenir, parce que c'est vrai que si on s'éloigne un peu trop, on est intelligent, on regarde bien les choses, on les analyse, mais la sympathie, l'empathie, le cœur disparaît, quoi. Je veux dire, donc il faut être à la bonne distance. C'est peut-être ça, mettre en scène. Être à la distance juste. Et ça, c'est vrai que Brecht, là, est quelqu'un qui m'a beaucoup éclairé sur cette problématique. Et ce qui vous permet aussi de l'atteindre, c'est cette fidélité aussi à votre petite troupe d'acteurs évolutive, comme on le voit avec votre prochain film, mais qui repose sur quand même 3 piliers évidemment inaltérables. C'est les 3 de ma génération. Ariane Ascaride, qui est aussi votre compagne, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélan. C'est important aussi cette dimension d'amour et d'amitié pour atteindre à cet équilibre-là. On a commencé ensemble, en fait, mais pas qu'à faire du théâtre ou du cinéma. Je veux dire, on a commencé ensemble dans la vie, on a le même âge, donc on a quasiment grandi ensemble, on a commencé aussi à militer ensemble, dans le même camp, tous. Des petites nuances, mais toutes petites. Donc c'est vrai que je pense qu'à nous tous, ça nous donne de la force, en fin de temps, ça nous donne de la force. C'est un peu d'ailleurs comme un point de référence, c'est comme on est tous les conseillers des uns des autres, on pourrait dire. C'est-à-dire que moi j'aurais du mal à supporter qu'ils n'aiment pas, par exemple, un film que j'ai fait sans eux, par exemple, le film en Afrique. Ils l'ont vu ? Twist à Bamako, oui, ils l'ont vu, ça leur plaît. Ça leur plaît, ça. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est vraiment une rupture dans votre cinéma. C'est-à-dire que c'est fait en Afrique, donc pas à Marseille, encore moins à l'Estac, et dans le quartier de l'Estac qui vous est cher, et sans votre troupe habituelle. Voilà. Donc avec des acteurs africains, sénégalais, burkinabés, un Tchadien, une fille du Cap-Vert, toute l'Afrique. De l'Ouest. Donc ça va Et ça va, ils ont tamponné. Tu vois, j'ai eu une bonne. Je suis labellisé. Oui, donc c'est important quand même leur regard. Ah oui, bien sûr. Mais je crois que de la même manière, je sais pas, quand ils jouent au théâtre et que les autres y vont, etc., il y a quand même tout un est très, 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 très regardant sur ce que nous faisons, quoi. Donc c'est vrai que ça donne du poids, ça donne aussi une assurance aussi, une réassurance aussi parfois. Ouais. Donc vous mettez toujours un peu d'art dans votre vie et un peu de vie dans votre art. Il y a quand même cette dimension-là, on le voit y compris à travers la fidélité à l'égard de votre troupe, la manière dont vous chroniquez aussi la vie des gens dans vos films et dans qui je suis. Pasolini propose d'avancer sur 2 pieds. Alors, s'engager dans l'écriture et dans la vie. Et je me disais que c'est un peu aussi votre clé, c'est-à-dire avancer sur 2 pieds. Dans votre art, qui est le cinéma, et dans la vie. Tout à fait. C'est un très beau texte de Qui suis-je de Pasolini. Très beau. Voilà. Et Pasolini, il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est quand il dit « avec le cœur conscient ». Avec le cœur conscient. Voilà. Qui est là aussi un oxymore, mais qui est exactement l'attitude qu'on devrait avoir en permanence. Et c'est exactement ce qui a traversé notre entretien, cette idée du cœur conscient. Merci infiniment, Robert Guédiguian. Merci pour cet entretien. Merci à vous.
Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant, en vous rendant sur notre site blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast.